on est content de retrouver Gaël parce que, enfin, à vrai dire, c'est un cinéaste qui nous a toujours intéressés depuis le début. Bon, tu as été acteur, c'est vrai, mais dès le début, tu as voulu aller vers un cinéma qui raconte l'histoire de quelque chose de souvent de l'intériorité, de la passion, d'une partie de la vie des gens. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que dans ce film-là, il y a quelque chose vraiment qui est très touchant, qui est d'une grande profondeur. C'est vouloir raconter cette période qui est très particulière et comment de ce trio amoureux. Raconte-nous un peu ce que tu as voulu faire avec ça, s'il te plaît, Gaël. J'avais envie déjà de... Je pense que je suis à un âge où j'avais envie de parler à la fois de ma jeunesse et de la jeunesse, parce que j'ai commencé très jeune à faire des films et je filmais des gens de mon âge qui étaient des gens très jeunes. Mais quand on est très jeune et qu'on filme des gens très jeunes, on filme des gens comme nous en fait. Et là c'est peut-être le premier film où j'ai l'impression de vraiment filmer de sentir un vrai écart entre... De sentir un vrai écart entre les gens que je filme et puis moi aujourd'hui quoi. Et donc il y avait vraiment ce désir de filmer la jeunesse, ma jeunesse et la jeunesse d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que je pense que ce qui est la jeunesse dans toutes les époques, c'est ce sentiment d'être éternel, d'être immortel, et que ce soit aussi bien dans les années 30 que dans les années 90 qu'aujourd'hui. Quand on est jeune, on se vit immortel et on a bien raison. Alors c'est vrai que là, t'as une partition magnifique parce que t'as deux acteurs et une actrice vraiment incroyables. Comment t'as casté tout ça pour avoir Théo, Victor et puis Lou pour trouver voilà. Parle-nous un peu. Théo, Victor, tu veux en parler un peu, de savoir comment ça s'est passé un peu de ça Comment tu t'es retrouvé sur le film? Ouais, sur le film On a payé très cher. Non, non en fait, on a Gaël, enfin, je vais parler pour moi, mais je sais que pour Théo c'était pareil. J'ai rencontré Gaël avant de lire le scénario, donc on a juste bu un café, on a discuté. Et voilà, c'était déjà... Enfin, en tout cas, Gaël ne fait pas de casting. D'habitude, enfin, souvent, avant de se retrouver sur un film, on passe un casting, on passe une scène, etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'était juste une rencontre avec Gaël qui s'est magnifiquement bien passée. Et suite à cette rencontre, j'avais déjà envie de faire le film sans même l'avoir lu. Et ensuite, j'ai reçu le scénario, je l'ai lu, j'ai été bouleversé par ce scénario. C'était largement à la hauteur de ma rencontre avec Gaël, donc la question se posait encore moins. Ça doit être super bien écrit, non? Parce que j'imagine c'est très dialogué. Ouais, c'est très précis. C'est très précis, et puis en même temps, il y a sur le plateau, on est libre d'amener des propositions. Gaël aussi, s'il sent pas quelque chose ou s'il sent quelque chose différemment, il va pouvoir réadapter une fois sur le plateau. Mais c'est vrai que c'est un scénario très agréable à lire, parce que très très bien écrit, effectivement. Théo, tu veux... Exactement pareil. Exactement la même chose. Alors c'est vrai que nous on est vieux et c'est vrai que on est encore... Alors ce qui est intéressant dans la salle, c'est que il y a un mixte générationnel intéressant justement parce que c'est vrai que les années 80 ont été quand même... Enfin, avoir 18 ans, je sais pas, en 85, en 82, tout ça, quand on commence sa sexualité, en tous les cas, il y a quelque chose de très fort parce qu'on veut bouffer le monde, et c'est ce que tu veux montrer, qui est très beau dans ton film. C'est justement, comme dans d'ailleurs tous tes films en général, c'est montrer qu'à un moment donné, on a envie de... Voilà, mais de rencontrer le monde et d'aller vers ses propres désirs. Et tout d'un coup, il y a cette épée de Damoclès, voilà, qui était le sida, qui est arrivé à ce moment-là. Voilà, et je trouve ça c'est quelque chose qui forcément est marquant pour notre génération, et c'est pour toi, comme c'est un film aussi de jeunesse, tu as voulu aussi parler de cette période bien particulière qui était entre les années 80 et 90. Alors, en fait,
je pense qu'il y a eu, ça s'est passé en 2 temps, il y a une génération qui a été... il y a une génération qui a été complètement foudroyée par le virus, qui était la génération des gens qui avaient une vie sexuelle en même temps que ce virus qui n'était pas connu se transmettait. Mais moi, j'appartiens quand même, j'avais 10 ans en 82, donc j'avais 12 ans quand on savait ce que c'était à peu près, comment ça se passait. Et donc je suis une autre génération qui a quand même eu, qui a été quand même traversée par l'épidémie, mais qui a eu la chance aussi de connaître les premiers traitements et de globalement survivre à ça. Et donc c'est pas du tout le même récit que par exemple vous pouvez trouver chez Cyril Collard, Hervé Guibert, qui étaient vraiment des personnes condamnées. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait quasiment aucun film qui traitait de ce moment-là dans le cinéma. C'était même des cinéastes de ma génération racontaient des récits qui prenaient racine dans les années 80 et se terminaient généralement en 90. C'est-à-dire que le film que vous avez vu ce soir, il commence là où la plupart du temps les films se terminaient. C'est-à-dire Les Nuits Fauves, Dallas Buyers Club, Philadelphia... Plaire, aimer, courir vite, ou 120 battements par minute, c'est que des films qui se terminent en 90-92. Et moi, je trouvais quand même qu'après, c'était intéressant d'un point de vue romanesque, parce que c'est quand même des personnages qui font des grands choix dans leur vie, définitifs, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, et que finalement, tout ne va pas se passer comme ils l'ont prévu, et qu'ils vont être, ils vont être bouleversés par l'avancée de la médecine. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as pensé à un film qui était sorti en 1991, mais qui n'abordait pas le problème du sida, mais c'est un film de Michel Bédard qui s'appelait Le ciel de Paris. Je me suis posé la question, est-ce que tu connais ce film? Je connais parce que j'aime beaucoup Sandrine Bonner, voilà, et qu'elle était absolument magnifique dans ce film. Voilà. Et c'est un film que j'aimais beaucoup, mais j'ai pas un trio amoureux comme ça. Ouais, mais j'ai pas non plus un souvenir fou, ouais. Parce que c'est un film qui est jamais repassé, qui a jamais été édité en DVD. Bah oui. Et donc je l'ai vu une fois il y a 30 ans, quoi. D'accord. Mais je sais que c'est un film qui était un mi-culte, c'est-à-dire qu'il n'avait pas hyper marché, mais les gens qui l'ont vu s'en rappellent tous. D'abord, bravo pour ce film que je trouve plein de pudeur, qui aborde cette thématique qui touche profondément. J'avais une question pour vous, vous deux, Victor et Théo. Comment on aborde cette question si difficile qu'est celle de la maladie qui malheureusement a une fin tragique pour votre personnage Théo, mais qui apporte aussi l'espoir et qui montre l'espoir qu'on peut avoir aujourd'hui pour vous Victor. Comment on aborde, quand on est comédien, des thèmes aussi compliqués et aussi sensibles? On se documente le plus possible, parce que c'est vrai que nous, notre génération n'a pas été traumatisée par ce virus et par cette période. Donc on est forcément, au départ, on se sent un peu plus lointain et plus ignorant de la chose, mais voilà, on avait aussi un très bon guide qui a su nous donner des références. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui était les œuvres d'Hervé Guibert, de Cyril Collard, voilà, que ce soit des films, des livres, même des musiques, il nous a vraiment mis dans un univers et dans une plénitude de cette époque et de ce qui s'est passé pendant cette période-là, où voilà, on avait tout ce qu'il fallait. Après, c'est le travail d'acteur et de comédien de s'y plonger et de vivre le plus possible avec ça autour de nous. Moi, je me souviens que mon faux test positif, je l'avais affiché chez moi. Donc quand j'ai ramené des gens et tout, c'était pas forcément... ça pouvait être un peu bizarre des fois. Mais je voulais avoir je voulais que quand je me lève le matin, je vois cette feuille devant moi avec ce test positif, et que voilà, qu'est-ce que ça fait de tous les jours se lever, de se rappeler qu'on est contaminé, et qu'il ne nous reste pas toute l'éternité pour vivre, mais voilà, c'est un travail jour après jour de se fondre là-dedans et de se cultiver aussi de tout ça, vu qu'on n'a pas vécu, quoi.
Bah ouais, je pourrais pas dire grand chose de plus. Ça a été un travail, Théo l'a dit, quoi, de documentation, de se replonger dans ces années-là, de ce que ça voulait dire que de vivre dans ces années-là et vivre avec ce virus. Encore une fois, Gaël nous a énormément aidés. On était tout jeunes, nous, dans ces années-là, on était des enfants. Gaël, lui, c'était un jeune homme. Donc il avait des souvenirs, il avait des anecdotes, il avait des références qu'on n'avait pas. Et Théo a cité Cyril Collard et Eric Guibert. C'était vraiment les deux figures qui nous ont accompagnés pendant toute la préparation et pendant tout le tournage. Voilà. Personnellement, je me suis concentré davantage sur Hervé Guibert pour mon personnage. Après, la seule différence sur mon travail personnel que sur celui de Théo, c'est que moi, le film commence, mon personnage, il est déjà séropositif. Ça fait déjà un moment qu'il vit avec le virus. Ça fait déjà un moment qu'il l'a accepté, qu'il vit très bien avec, qu'il ne s'est pas empêché de vivre. Voilà, il ne prend pas le coup de massue que prend le personnage de Théo. Donc c'est vrai que notre travail là-dessus a été différent. Moi, j'ai pas eu besoin de me mettre dans la peau de quelqu'un qui prenait ce choc-là, parce que je rentrais dans la peau d'un personnage qui avait pris ce choc-là il y a longtemps et qui vivait très bien avec, quoi. Et ça passe par, bien sûr, de la documentation autour du sida, mais aussi d'autres maladies. Vous voyez que moi, je me souviens avoir lu des choses sur des cancers foudroyants, sur notamment le livre Dernier jour d'un condamné aussi, où c'est des personnages qui voient la mort arriver sans aucune autre échappatoire. Donc voilà, tout ce qui se rapproche du vecteur de ce que le personnage va vivre, c'est bon à prendre. Et d'ailleurs, le film, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un hymne à la vie, parce que c'est aussi une histoire, c'est surtout une histoire d'amour à trois, comme ça, un film comme ça qui est très beau, parce qu'il y a une espèce de lyrisme, de la jeunesse en général, et de l'amour, enfin de cet idéal qu'on peut avoir quand on a 20, 30 ans, quelque chose comme ça, qu'on peut avoir après aussi, mais en l'occurrence, je trouve que c'est toute l'histoire même de... Parce que cette maladie, elle a souvent été associée comme ça à quelque chose de l'amour. Je me souviens de la chanson de Barbara, Gaël, tu sais, c'est d'amour, de machin, de quelque chose comme ça qui est lié à quelque chose de la relation affective, quoi. Et c'est très beau ce qui se passe dans le film entre vous trois, et cette complicité que vous avez, parce que franchement, ce que vous donnez en tant qu'acteur et ce que donne Lou en tant qu'actrice, c'est vraiment très très beau. Juste, c'est important à relever, c'est que c'est un film d'amour. Oui, c'est pas un film sur la maladie, c'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie, sur la jeunesse et sur l'amour. Et que s'il y a eu un travail, il a été sur l'amour et la vie en fait. Plus que sur la maladie et la mort. C'est ce qu'on retient, et c'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment un film sur la jeunesse et sur la sensation amoureuse, voilà, de cette fameuse diversité, voilà, c'est très beau tous les trois, et voilà, et c'est ça où le film est très réussi. Après, il y a en effet, comme tu l'as dit, ça aurait pu être aussi un cancer, mais le sida a marqué quelque chose de très particulier, et le fait qu'on apprenne au début que tu sois d'emblée, on dit voilà, que tu sois séropositif, ça amène aussi quelque chose de naturel, enfin en tout cas. C'était pour savoir, c'était un choix volontaire de ne pas parler du côté le plus dur et dramatique de ce film, c'est-à-dire pour le but de l'enfant et de la perte de son père. Est-ce que c'était fait volontaire pour essayer de faire voir plus ce côté positif, ou c'est fait... Bref, ça nous travaille sur cette question-là. C'est un film qui fonctionne sur des ellipses très affirmées. Et la perte d'un père, c'est tout le temps. C'est quand on le retrouve, lui, à 8 ans, à 8-9 ans, son père est toujours mort. Et non, en fait, je voulais éviter, c'est un peu, vous savez, moi j'aime beaucoup lire, et c'est une leçon proustienne, c'est que on ne se révèle pas dans les événements les plus balisés. C'est-à-dire un mariage, enterrement, ça raconte rien de vos sentiments. Donc moi je voulais pas du tout filmer ce genre de scène, ou alors si je filmais un mariage, il fallait qu'il soit différent, c'est-à-dire comme vous le voyez dans le film, qu'un mariage de raison. Et
Mais là, qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu un enfant qui ne comprend pas, qu'on lui explique papa est parti au ciel. Ah, je veux dire, quand on est cinéaste, on se dit qu'est-ce que j'ai envie de filmer, qu'est-ce que j'ai pas envie de filmer. Et ça, j'avais pas envie de filmer, et je voulais quand même qu'on comprenne à quel moment on ne verra plus, avant de le savoir, à quel moment, je pense qu'à la fin de la chanson italienne, on a compris qu'il allait mourir. Je pense qu'il n'y a pas un spectateur dans la salle, ou alors qu'il se dénonce. Je pense qu'il n'y a pas un spectateur dans la salle qui a pensé à la fin, quand on a enfondu au noir la chanson italienne, qu'on allait retrouver Samy. Donc ça veut dire que l'idée de la mort est présente. Vous voyez, je veux dire, on n'est pas obligé de filmer, enfin bon, je pense, enfin je sais pas, hein. Je pense qu'on pense tous qu'il va disparaître. Quoi. On verra dans le 2. Hein. Oui, parce qu'il y a une suite. Hein. Non, et en plus, j'ai choisi cet enfant, le deuxième, parce que je le trouvais très mélancolique. Ouais. Et on se dit qu'entre l'enfant turbulent qu'il a été et le petit garçon qu'il est devenu, eh ben, il y a quelque chose qui s'est passé, là, c'est la perte du père. La question que je me posais, c'est quel est le rapport de l'enfant à la maladie spécifiquement de son père? Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qui se passe? Pas totalement. Est-ce qu'on lui en a parlé? Est-ce qu'il y a pu y avoir éventuellement des dialogues entre les parents? Et puis comment s'installe aussi la nouvelle relation une fois que son père est parti et qu'il se retrouve quand même avec deux adultes qu'il connaît? Moi, pour le coup, je me suis inspiré de quelque chose, de ce qu'il y avait autour de moi. Et l'idée, l'enfant, il voit que son père, il est fatigué, il est malade. Et en fait, on l'a laissé vivre comme il le sentait, l'enfant, pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que quand il a commencé à avoir les sarcomes sur la peau de Théo, le petit qui s'appelle Hélios, il a commencé à avoir un rapport vraiment de rejet, hein. Pas de rejet, mais d'inquiétude et de crainte et de... Un mélange entre... Tu te rappelles, il ne pouvait pas t'approcher parce qu'il avait peur d'avoir pareil que toi. Ouais, voilà. Alors je veux dire, je lui ai rien dit, mais quand il prend la pastèque et qu'il descend, il sait qu'à un moment il va être près de son père, il veut, parce qu'il sait qu'il va mal. Et on l'a laissé vraiment jouer. Moi, le soir, je lui expliquais les choses, mais la journée, je le laissais dans l'état en accord avec sa mère. Hein. Mais il était tellement... C'est un vrai enfant, c'est-à-dire que il devait dire quelques phrases que finalement je lui ai jamais fait dire. Et on s'est arrangé pour filmer comme il réagissait, quoi. Donc j'ai fait venir des poules exprès pour lui, chez les parents, parce qu'autrement, s'il n'y a pas de poules, une fois qu'il aura fatigué le chien, il va attraper la caméra, il va attraper la perche. Donc c'est vraiment un enfant, on a filmé un vrai enfant, quoi. On a vraiment barré, il devait dire 3-4 phrases, mais même les 3-4 phrases qu'il devait dire, il les a jamais dites. Il en a dit d'autres, qu'on n'a pas compris tous. Bon, c'était Il était français. C'était un vrai enfant, et la réaction qu'il a vers son père quand il amène la pastèque, il veut lui faire du bien et en même temps il sait pas trop ce qu'il a, il part en courant, c'est lui, quoi. La nuit, quand il est tétanisé par son père qui lui dit au revoir, c'est parce qu'il veut pas qu'il l'approche trop. Alors il y a un mélange de plein de choses, parce qu'il avait un rapport hyper fort avec Théo. Ça, c'est vraiment inespéré. Et je me rappelle le premier jour où ils se sont rencontrés avec Théo, avec Victor et avec Lou. Ses parents sont partis, donc il n'a même pas vu que ses parents étaient partis. Il est resté avec nous, il y avait une araignée, tu te rappelles. Et il est resté avec nous pendant peut-être 1h30, et quand ses parents sont revenus, il nous a dit au revoir, il est parti, puis il est revenu en courant. Et il avait pris la main de Théo, il a dit « Je ramène le papa de Nathan à la maison ». Et là, je t'ai dit « Ouais, c'est chouette, C'est génial. il va se passer un truc le fait de tourner avec un enfant, il y a vraiment des moments où, justement, comme il croyait un petit peu, des fois, il savait plus vraiment ce qui m'arrivait. Il tombait dans le panneau, mais justement, sur cette scène de la pastèque, je me souviens que hors prise, il m'a dit, il est venu vers moi et il m'a dit... il commençait à poser trop de questions dessus, tu vois. Il me disait... mais pourquoi t'as des taches comme ça partout, non? Et moi je lui ai fait, non mais t'inquiète pas Doudou, ça va partir. Et là il m'a fait cette réponse qui m'a brisé le cœur, il m'a dit, ah non papa, je crois pas que ça va partir. Ah oui, c'est vrai. Wow. Et puis il était, quand il avait vu son dernier jour de tournage, Théo était pas là ce jour-là,
Et il m'a demandé s'il n'était pas dans le ciel. Alors je dis non, non, il n'est pas dans le ciel. Hein, il est là. Appelle-le, appelle-le. Non, non, il n'était pas traumatisé. Il était très content de faire le film. Quand sa mère l'a ramené à l'école, il n'est pas sorti de la voiture et il a dit je veux faire le travail, le petit travail d'Elios. Ouais. Bon. Très content. Oui, il y a une autre question là. Voilà. Oui, alors moi en fait j'ai pas vraiment de questions, j'ai surtout une remarque et déjà des remerciements. J'ai trouvé le film particulièrement émouvant et beau. Déjà au niveau de la photo, déjà, du jeu des acteurs, de l'histoire. Moi je me souviens vraiment des années 90 et je dois avoir à peu près le même âge si j'ai bien compris. Et surtout je me souviens des Nuits Fauves, qui est un film qui m'a énormément marqué, auquel j'ai forcément pensé quand j'ai vu l'affiche. Alors moi j'ai tout de suite, je ne savais pas du tout de quoi parlait votre film au début. C'est le même graphiste. À l'affiche. Moi j'ai tout de suite repensé à l'affiche des Nuits Fauves. Et d'ailleurs pendant une bonne partie du film, j'ai eu presque une espèce d'angoisse par rapport aux Nuits Fauves. Je vous explique. Par exemple, j'ai trouvé que dans votre film, contrairement, en fait c'est les Nuits Fauves, mais avec la tendresse et de la douceur, sans toute la violence justement qu'il y avait dans les rapports entre les protagonistes des Nuits Fauves, où là justement il y a beaucoup de tendresse entre eux, même si la maladie est là. Alors c'est vrai que la trithérapie joue beaucoup justement dans l'apaisement, enfin, certainement. Et par exemple, quand je parlais d'angoisse, c'est par exemple quand il sort dans la nuit en Italie, je me suis dit, bon, il va aller se foutre en l'air, il va se jeter. Et en fait, non. Et je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour justement, à chaque fois, tous ces moments de douceur qu'il y a eu justement pour contrebalancer toute la violence qu'on avait pu entendre jusque-là sur toute la maladie. Merci. Ah, merci beaucoup. Et c'était une volonté avec ma scénariste. C'est une volonté avec la scénariste de jamais, enfin de faire en sorte qu'il y ait une forme de bienveillance entre les personnages, parce qu'il y avait énormément de bienveillance durant cette période-là entre les gens atteints par le virus, sans quoi ça aurait pu être la guerre civile. Enfin, je veux dire, et ça l'a jamais été, il y avait vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance qui circulait, et c'est vrai que la question de comment il meurt à la fin, comment il disparaît, ça a été... on s'est posé cette question et on s'est dit non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça à son fils, il ne peut pas faire ça aux gens qu'il aime. Et d'un seul coup, on s'est dit, ça sera une sentinelle, comme une sentinelle. C'est-à-dire que tant qu'il est là, il ne pourra rien arriver aux autres. Bonsoir, merci évidemment pour ce film et merci pour toutes ces séquences qui sont excessivement émouvantes. Et je suis un petit peu ému, pardon. Et je voulais rebondir sur Mauvais Sens, justement, parce qu'il y a ce travelling qui fait évidemment penser à ce long plan séquence. C'est mon tour. Ce long plan séquence qui nous revient, et donc cette citation très belle d'ailleurs, très forte. Déjà, premièrement, je voudrais savoir comment l'idée vient et pourquoi on la garde, parce que l'idée elle est formidable. Et aussi, à Victor et Théo, je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait de se plonger dans cette espèce de mise en abîme là, en devenant à nouveau le personnage qu'on va courir dans Mauvais Sang. Est-ce qu'on y pense? Enfin voilà. Non, il n'y a pas du tout pensé, honnêtement, à Mauvais Sang. Gaël vous en parlera, je crois que pour lui c'était plus important. C'est une scène particulière pour lui, mais nous on a joué une scène comme une autre, et je pense que ni Théo ni moi n'avions Mauvais Sang en tête au moment où on l'a faite. Non. Non, nous on avait, je sais pas, Vous aviez vu le film? désir ardent. Comment? Vous avez vu le film? Non. Non. Mais c'est vrai que c'est tellement Il culte faut, que... Tout le monde va vite comprendre. Là, attendez, là, c'est parti. Allez, voilà. Non, en fait, Mauvais Sang, moi, c'est un film qui m'a... On va pas parler du fait, voilà, c'est le film que c'est un film culte pour beaucoup. Moi, quand je l'ai vu, donc j'ai 13-14 ans à l'époque, et c'est un film, moi, qui m'a pas vraiment touché, mais surtout qui m'a heurté sur cette idée que, évidemment, Carax, qui est un grand poète, ne parle pas du sida,
il invente une maladie qui s'appelle le STBO. Et cette maladie, c'est la maladie des gens qui font l'amour sans amour. Sachant qu'en 86, il n'y a que des homosexuels qui meurent du sida, enfin, je veux dire d'une façon, je veux dire peut-être pour 99% d'homosexuels, il y a peut-être 0,02% d'hétéros, et encore je suis même pas sûr. Donc en gros, clairement, il prend une maladie qui ne touche que des homosexuels, il la donne à des hétéros, et en plus il en fait quelque chose de très moralisateur, puisque c'est une maladie qui s'attrape quand on fait l'amour. En gros, on baise, quand on baise, sans sentiment. Ce qui quand même était le cas, faut dire, de la communauté homosexuelle qui s'éclatait. Il y avait l'ouverture comme ça des backrooms, les gens pouvaient avoir jusqu'à 10 partenaires ou même plus par jour. Et je trouve que à ce moment où Le Pen parle de sidatorium, de sidaï, que les homosexuels tombent comme des mouches, faire de cette maladie un truc un peu poétique d'hétéros qui coucheraient sans avoir sentiment, je trouvais ça à la fois obscène, pathétique et moche. Voilà. Et mon rêve, vraiment, depuis que je fais des films, c'est de lui répondre. C'est-à-dire c'est une réponse. Et je trouve que c'est... mais je trouve ça... Il y a encore des journalistes qui me disent « Quel bel hommage !» Non, 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 c'est pas un hommage, c'est une réponse. Et c'est une réponse très énervée parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours à questionner l'histoire passée et tout, et ça c'est dans le film ce que je raconte. Vous voyez Mauvais Sang, le STBO est la maladie des gens qui font l'amour sans amour. Voilà. Tout est dit, en 86, faire ça, je veux dire, il fallait être quand même sacrément homophobe, quoi. Et nous, de notre côté... Mais, vous savez, en fait, comme toujours, on est toujours du côté du pouvoir. C'est-à-dire que Carax a le pouvoir aujourd'hui, donc on ne dira jamais ça. Aucun journaliste ne dira parce que Carax a le pouvoir. Si demain, mon discours en parlant de cette homophobie dans ce film se propage, et on lui marchera dessus et ça ne m'intéressera plus. Mais il a le pouvoir et je le dis, voilà, je réponds à son film. Et encore une fois, qu'on ait adoré ce film-là, tant mieux. Moi, à l'époque, il ne m'a pas du tout... Enfin, j'étais peut-être trop jeune, mais en tout cas, j'étais assez jeune pour voir un truc dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, comme il adore les références, j'espère qu'il prendra ça pour un compliment. Bien, hein, dis donc. Et en même temps, c'est quand même... Léos Carax dans la salle. Je dirais la même chose, hein, c'est vachement... Non, mais c'est super intéressant. Juste pour nous, je pense, en tout cas, moi, ce que j'avais en tête sur cette scène, c'est juste qu'on jouait deux personnages qui étaient en train de tomber amoureux et que la seule solution de consommer cet amour malgré la maladie qui était présente, c'était se trouver au bout de la rue. Donc on y va et on y va en courant même. Et en fait, quand vous leur posez la question, ça c'est intéressant aussi, de savoir, mais en vérité, quand on tourne cette scène, moi je ne sais pas si mes producteurs, ils vont accepter de mettre autant d'argent pour avoir David Bowie. Je ne sais pas au montage si on va la garder, je ne sais pas. D'un seul coup, je l'ai fait courir et c'est pas la première fois que je fais courir mes personnages. Il y a Stéphane Rideau dans Les Bois, à toute vitesse, le couple d'amants criminels dans Notre Paradis qui court dans la ville. J'aime bien faire courir mes personnages, donc. Mais il se trouve que là, je crois que c'était le moment de répondre. Si c'était pas maintenant, ça serait jamais. Et j'ai eu la chance avec mes producteurs, donc Michel Berstadt et Laurent Pétain, qu'ils aient un tel enthousiasme pour le film depuis le début qu'ils acceptent de mettre autant d'argent pour avoir David Bowie. Donc j'ai pu enfin faire ma réponse. Moi j'ai une question. Sincèrement, est-ce que tu penses que si Léos Carax voit le film, il comprendra que c'est une réponse et que c'est pas dans son sens? Ah bah j'espère. Autrement je lui envoie une lettre avant qu'il... Non mais je veux dire... Non mais c'est vrai que c'est dingue. Je vois vraiment des journalistes qui... Est-ce qu'il peut voir le film et se dire « Ah, il me fait un hommage » ou pas? Je pense qu'il est quand même très intelligent et que non. Ou alors il faut, si je tire le fil de mon raisonnement, il serait peut-être dégoûté de voir que j'ai sali cette chanson en faisant copuler deux garçons. Mais il y avait un peu de ça aussi quand j'ai fait, parce que je trouve qu'il ne faut jamais se départir de son côté sale gosse. Je me suis dit, j'aimerais bien que pour plein de gens qui ne connaissent pas Mauvais Sang, cette histoire de Modern Love résonne sur une sodomie. Voilà. Et en même temps, sale gosse, quand on fait pichuler. Non, c'est super, cette démonstration est superbe. Et en même temps, Modern Love, c'est un morceau incroyablement moderne et sur la relation. Et Love. Et Love, il y a moderne, non mais il y a moderne et il y a Love, tu vois. Non mais c'est vrai.
Ouais, non, mais en même temps, lié à ton film, ça prend aussi une autre proportion qui est aussi, c'est du modern love, c'est-à-dire on est quand même tout le temps là-dedans. Oui, mais on peut être aussi, moi j'aime bien être des fois un sale gosse. Ouais, c'est vrai que souvent en pensant à ça, je me disais fuck, et donc je l'ai fait. Voilà. C'est vraiment intéressant cette démonstration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Je voudrais revenir sur la relation père-fils, là c'était très intéressant, et sur l'ambivalence, parce que les deux personnages ont coupé avec leurs parents, ils l'annoncent clairement dans le film, et pourtant Théo dit que depuis qu'il a 16 ans, il rêve d'être papa. Et je trouve que là, il y a une question qui se pose. Alors, j'ai pas compris. Pardon. Ça s'adresse peut-être à l'auteur du film. De savoir comment il résout cette équation-là. Le fait que les deux ont délibérément, clairement rompu avec leurs parents et par ailleurs, Théo dit que ça le fait rêver d'être papa. Oui, parce que lui... Si, parce qu'en fait, le personnage de Samy, lui, il répare une paternité mal vécue en étant père. Et on peut aussi réparer une paternité mal vécue en refusant de l'être. Donc c'est vraiment deux figures opposées. Et je sais pas, c'est un truc qui m'intéressait, parce que je me disais que souvent on attire à soi c'est comme si, par exemple, si on avait une bonne relation avec son père, on va attirer des gens qu'on avait une bonne, ou vice-versa. Enfin, j'ai des fois l'impression que ce que nos parents ont marqué en nous résonne dans les personnes qui vont vivre une histoire, comme si quelque chose de nos parents on était imprégné de quelque chose de nos parents et que ça attirait l'autre. Et je trouve ça intéressant votre question parce que ça montre qu'il y a deux façons de vivre nos traumatismes avec nos parents, et c'est symbolisé par les deux personnages. On peut être fâché avec ses parents, ou en tout cas, enfin, je sais pas, quand on grandit avec des parents et que c'est compliqué, soit on reproduit, soit on va à l'opposé de ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui va à l'opposé de ça, et l'autre qui reproduit et qui veut pas d'enfant, quand même. Et vous faisiez référence au père, c'est ça, de Samy? Oui, et puis cette question qui est dans le film, quand même, elle est présente tout le temps. La paternité. Oui. Sur la paternité, oui, bien sûr. Mais c'est plus une question posée sur la paternité, en effet, que la maternité. Parce que c'est vraiment... parce que moi, c'est une figure... La figure de la mère a toujours été très centrale dans le cinéma, très souvent. Et puis surtout, chaque fois qu'il y a un problème, on se retourne sur la mère. Et là, moi, je voulais vraiment que ce soit déplacé sur le père. Et comment, enfin, par exemple, le désir de Théo d'être père, et c'est ce qu'il dit, d'habitude c'est les filles qui ont ça, moi tout de suite j'ai voulu être père. C'est merveilleux là, quand il s'exprime comme ça, ça donne envie d'être papa. Ouais, mais je pense pas que le fait d'avoir une enfance compliquée avec son papa ne donne pas envie d'être père, justement. Ouais. Non, justement, ça peut. C'est pour ça que... Ben voilà, moi c'est un peu pareil, donc, et moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, et un peu comme Samy, mais moi on a envie justement de renverser la chose, de faire mieux, de prouver que... Je suis d'accord. Ou alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça peut être un élément moteur. Voilà. Ouais, bien sûr, un truc qui déclenche la chose, tu vois. Mais ça n'a pas été chez Thierry, par exemple. Ouais. Voilà, je suis désolé, j'avais mal compris. Non, c'était excellent. Je voulais vous poser une deuxième question qui n'a rien à voir. J'ai vu dans le générique que vous avez tourné en Italie dans un parc naturel. Mais on ne nous dit pas vraiment dans quel coin ça se trouve. Je pense que c'est le Giardino Romantico. C'est l'endroit où il se baigne et l'endroit où il déambule le soir. C'est un parc naturel? Ouais. Où il déambule le soir. Super, et ben on va y retourner. On apprend tout. Où il déambule le soir sur... Ouais, comment tu dis? Massalubrense. Voilà, Massalubrense. Et où il déambule en voix off avec la musique de... C'est cet endroit-là. Et ça se trouve où? Eh ben, Massalubrense. 1 heure de Naples. Massalubrense. Faut prendre l'avion jusqu'à Naples. Voiture, 1 heure, 2 heures.
Et là, on y est. C'est à côté d'Almafittel, c'est à côté d'Almafittel. Au sud de Solente, d'accord. Exactement. Ah, bah. Vous avez déjà été remercié, mais je vous remercie encore une fois, parce que moi aussi j'avais 20 ans dans les années 90. C'est Paris, je ne sais pas si c'est Paris, on ne sait pas tellement finalement si c'est à Paris ou pas. En tout cas une grande fête. Et même dans les grandes villes dans les années 90, oui, il y avait la maladie, mais il ne parle pas que de la maladie, votre film, il parle de l'homoparentalité, il parle du fait qu'être homosexuel dans les années 90, il y avait ceux qui se planquaient, il y avait ceux qui essayaient juste de la vivre, leur homosexualité. Et ce qui est bouleversant dans votre film, c'est que pour une fois, enfin, dans le cinéma français, on montre que d'être homosexuel, c'est pas que prendre des extas, aller dans des boîtes ou dans les backrooms, comme vous disiez tout à l'heure, comme on pouvait le penser à l'époque et comme on le montrait chez Cyril Collard à l'époque. Mais c'était aussi juste essayer de faire de sa vie. On pouvait aussi tomber amoureux d'une femme et en même temps avoir envie d'enfant. Et être homosexuel aussi, ça existait déjà à l'époque. Maintenant, votre génération, celle de Victor Belmondo et de Théo, vous la vivez, cette chance que vous avez de pouvoir être homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, les trois à la fois. Mais nous, à l'époque, on le vivait aussi, mais on ne pouvait pas le dire. Alors merci, enfin, de nous montrer qu'on pouvait faire des enfants à l'époque, avoir une vie hétérosexuelle et puis maintenant avoir une vie homosexuelle. Parce que vous avez enfin parlé de mon fils dans votre film. Vous avez enfin parlé de nous, vous voyez. Et moi, il m'a bouleversé, votre film. Et je vous dis chapeau, les gars, parce que vous n'étiez pas à l'époque, à cette époque-là, mais vous parlez de nous. Et ça nous a fait un bien fou. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Bravo. Merci beaucoup. Écoutez, moi, simplement vous faire le retour que j'ai été très heureuse de voir ce film-là, en me remémorant, je ne sais pas si je suis la plus vieille de la salle, mais en fait dans les années 85-90, j'étais en milieu hospitalier. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'effectivement, c'est pas le schéma classique, voilà, je tombe malade, le Toubi vous donne le résultat, le pronostic, là, que les questionnements douloureux qu'il y a autour, mais plutôt le combat, les belles histoires humaines qu'il y a autour de la maladie, quelle qu'elle soit. Et je trouve que dans la deuxième partie, là, franchement, c'est très fort, très sensible, c'est même poétique de mettre en lumière ce qui est beau dans la relation humaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors des familles, quelquefois, par exemple le monsieur là, qui a été très touché, mais des familles entières touchées par cette maladie, et finalement la spontanéité, la solidarité qu'il y a eu autour. Et moi, c'est vraiment ce dont je me souviens de toutes les situations qu'on a vues passer. Et finalement, c'est des belles histoires. C'est-à-dire qu'on va pleurer sur des dessins qui sont affichés au pied du lit, puis tout d'un coup, on voit le petit bout de chou qui déambule, qui vient dire au revoir à maman. Enfin, c'est tout ça qui marque les cœurs, l'esprit, et je trouve que vous l'avez vraiment bien mis en scène. Ouais. Merci, mais moi, le corps médical était, alors évidemment c'est un film, donc, mais je voulais aussi le rendre hommage par ces trois scènes où on voit qu'il y a un rapport très particulier entre le médecin et le patient, et qui est un rapport très empathique et très différent, parce que c'est un homme, une femme, quelqu'un de plus âgé, de plus jeune, mais il y a quand même une empathie, et je pense que le corps médical s'est substitué à la famille dans beaucoup de cas, parce que la famille rejetait l'homosexualité, rejetait la maladie, et qu'on a la chance d'être en France et d'être dans un pays où, jusqu'à présent, en tout cas, ce corps médical sauve des vies, clairement, littéralement. Je vais rebondir sur ce qu'a dit mon voisin qui se situe à votre droite à vous. J'appartiens à la génération SIDA, j'étais à Nice à l'époque et j'ai vu beaucoup de gens tomber rapidement. Donc un grand merci d'abord de ne pas être tombé dans le pathos, de nous avoir fait vivre ce que nous avons vécu quand nous avons été dans des milieux avec des gens qui nous côtoyaient, qui étaient séropositifs, et chez qui l'humanité dépassait absolument tout, et bravo aux deux acteurs qui incarnent parfaitement cela, vraiment, parfaitement.
Je trouve que vous êtes d'une justesse. Je ne sais pas si vous resterez amis dans la vie, mais on sent... Aussi. Voilà. Mais ça se Grande sent. chance. Ça se sent. On sent que vous posez chacun l'un sur l'autre un regard empathique qui n'est jamais misérabiliste, qui est toujours dans le on est là et avec une énergie positive. Ça rejoint le fait que vous avez fait en tant que réalisateur décidément le choix de ne pas aller dans le pathos, enfin, et on s'en réjouit. Alors ma question, c'est la question un peu poil à gratter parce qu'elle concerne l'actrice Lou qui n'est pas là. Il y a une scène dans le film que je trouve extraordinaire au niveau des acteurs, notamment entre Théo et Lou, c'est quand elle apprend sa séropositivité. Dieu sait que ça a été dans ces années-là aussi un vrai sujet, des conjoints se contaminaient entre eux sans pour autant que l'autre le sache. Moi je voulais savoir s'il y a eu une vraie direction d'acteur ou si Lou a joué ça comme elle l'a ressenti sur la base des documentations que vous disiez avant, parce que j'ai trouvé dans cette scène une violence légitime, mais contenue encore par de l'amour. J'ai trouvé ça très beau, très très beau. Alors est-ce que... Alors, il y avait plusieurs choses. C'était qu'il fallait qu'il y ait une explosion. Il fallait qu'on est dans les années 90, et moi je voulais vraiment que plein de choses évoquent ces années-là. Et dans ces années-là, il y avait des représentations comme ça de figures féminines très explosives. Béatrice Dalle, les films on parlait de Joachowski tout à l'heure. Et je trouvais bien qu'il y a une scène vraiment littéralement de cris et de larmes. Après, j'ai voulu tourner la scène sans donner aucune limite aux acteurs, hein, je te rappelle. Et j'ai dit vraiment, allez-y, je veux vraiment une violence. Si c'est trop, on recommence, on baisse, etc. Donc on est parti comme ça, un peu à l'aveugle. Et puis après, on a essayé de modeler pour que ça rentre dans le ton du film, malgré tout. Mais à la base, on est vraiment parti. Je voulais pas, j'aurais dit vraiment, nous, vous êtes entre vous, et cette fois-ci, on s'occupe de tout. Avec mon chef-op, on avait balisé la lumière pour eux, et on leur a dit, votre espace de jeu il est infini, et il faut qu'à aucun moment on soit un souci, ni le son, ni l'image, et à partir de là, hein, j'aurais dit, allez-y quoi. Ouais, et surtout, Gaël, il pouvait avoir l'habitude de nous envoyer des petits messages le soir pour préparer la journée du lendemain, ou dans quel mood ça allait se passer. Et la veille de cette scène-là, je me souviens qu'il nous avait envoyé, genre j'aurais pas le texte exact, hein, mais voilà, il y a, dans ce film et dans notre histoire, il y a plein de moments où on peut transformer les mots en fleurs, et demain il va être temps de les transformer en pierre. Oh, et c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, Et du coup, en fait, juste cette phrase-là, enfin moi en tout cas, ça m'a mis dans quelque chose de, voilà, demain ça va être différent, ça va être fort, ça va être explosif, mais comme vous l'avez dit justement, on restera ensemble et on le fera main dans la main avec Lou, donc ça résulte aussi peut-être de ça, mais voilà ce que je veux vous dire. Mais sinon c'est aussi beaucoup dans l'instant, bien sûr. Et c'est super d'avoir autant de liberté, pardon. Tu as vraiment conclu cette discussion, enfin, d'une manière vraiment poétique et belle. Moi je voulais rajouter que dans tous les films de Gaël Morel, il y a toujours eu, c'est pour ça qu'on aime vachement ces films, et qu'on les projette, qu'on les programme depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a une sensibilité qui est très particulière, qui est très tout le temps dans son époque. On sent vraiment les époques. Et moi, ce qui m'a frappé dans Vivre, dans ce film-là, c'est qu'on part... Allô, Radio Montmartre. Et tu parles de fin des années 80, début des années 90, et tu sens le temps qui passe. Et ça, c'est au cinéma, c'est vachement difficile à faire, parce que tu sens la progression de ce jeune couple, ils sont amoureux, ils sont jeunes, ils vont dans les rêves, tout ça, machin. Et puis, petit à petit, la relation, les rencontres, la maladie, voilà, et la mort, et tout ça. Et on sent dans son cinéma, dans tous tes films,
on sent toujours là, cette progression-là. Et ça, au cinéma, moi je trouve ça très difficile en littérature et au cinéma, c'est très difficile à faire. Et dans ce film-là, bah, c'est ce qui fait cette beauté du film. On est vachement fiers de le programmer. En tous les cas, le 25 septembre. Ah, merci, et puis, je voulais remercier RP aussi parce que... Ah, il y a une question. J'ai le micro depuis tout à l'heure et puis je veux vraiment le dire. Déjà, merci infiniment. Moi, je suis scotchée. Je voulais vous remercier, un peu comme le monsieur qui est à 3 rangs de moi, qui était à ce moment-là. Voilà, on a tous fait des tests à ce moment-là et on est parfois tombé dans les pommes tellement on avait peur. Aujourd'hui, on est parents, on a de la chance, voilà. Et côtoyant, étant enseignante, je voulais savoir s'il y avait peut-être une petite envie dans le film, en espérant que la jeunesse vienne le voir, parce que c'est important de savoir ce qu'on a vécu, ce qu'ont vécu. Enfin, cette époque, moi, tout de suite, je l'ai vécu pendant 2 heures. Savoir si vous pensez que le fait de... Ou est-ce que vous avez souhaité, en faisant ce film, aussi sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes acteurs... sont là pour peut-être en parler. Est-ce qu'il faut relancer un peu comment dirais-je, un message sur la prévention aussi, puisque la trithérapie, c'est génial, mais l'éviter c'est peut-être encore mieux. Et merci pour le clin d'œil des capotes. Ouais. Alors merci beaucoup. Alors franchement, je pense que moi je suis pas, comment dire, je suis un cinéaste et après je peux pas. Je ne suis pas nécessairement d'en dire il faut mettre des capotes ou quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse de notre époque, elle a quand même été traversée par l'épidémie, alors que l'épidémie était mortelle à 100%. Donc comment aujourd'hui sensibiliser la jeunesse sur cette maladie qui est devenue une maladie chronique? Il faut dire les choses. Quand on est dépisté, moi c'est pas tant ça, c'est surtout que les jeunes se fassent dépister. Parce que après... Il y a d'autres moyens de se protéger que la capote. Aujourd'hui, il y a la PrEP, il y a plein de choses. Et il y a la pilule du lendemain, il y a 1000 choses qui sont... Mais je trouve qu'il ne faut surtout pas avoir un discours... Je trouve que la prévention n'est pas une punition. Donc moi, aujourd'hui, je dirais jamais à un jeune de mettre une capote s'il ne veut pas en mettre. Je dirais, renseigne-toi, il y a des thérapies autres, il y a de la PrEP, il y a la pilule du lendemain, enfin l'équivalent de la pilule du lendemain pour une exposition. Et surtout, il y a le dépistage. Mais j'ai beaucoup de mal avec des messages de prévention-punition. Parce qu'on sait que ça ne marche pas. Et on sait que la jeunesse est immortelle et qu'elle s'en fout. Donc il faut lui parler à la hauteur de ce qu'elle est. Merci Gaël. Merci beaucoup. Alors moi je voulais remercier Philippe, il est où? Je ne sais pas. Ah Philippe, voilà, Philippe Camp qui est directeur des ventes de la société ARP. ARP, c'est une société de distribution qu'on aime beaucoup. Et puis je voulais remercier Ciné-Friendly et Nips aussi, qui sont toujours nos partenaires, là, toujours depuis pas mal d'années, avec leur festival. Et merci à tous, merci à vous trois, et aussi à vous.